La première communication spirite de Kardec. Une nuit pluvieuse à Paris. La pluie d'automne battait sans relâche contre les vitres de l'appartement parisien, créant une mélodie mélancolique qui accompagnait le grattement régulier de la plume d'Hippolyte Léon Denisard Rivail. L'homme, qui deviendrait plus tard connu sous le nom d'Allan Kardec, était penché sur son bureau, corrigeant méticuleusement une pile de devoirs d'arithmétique à la lueur vacillante d'une lampe à huile. Les ombres dansaient sur les murs tapissés de sa modeste demeure de la rue des Martyrs, tandis que les dernières heures de cette soirée d'octobre 1855 s'écoulaient lentement. À 50 ans, Rivail était un homme respecté dans le milieu éducatif parisien. Son visage, encadré par des favoris grisonnants et illuminé par des yeux vifs et pénétrants, reflétait à la fois la rigueur du pédagogue et la curiosité du chercheur. Ses mains, tachées d'encre, témoignaient des longues heures passées à écrire et corriger, fidèle à sa vocation d'éducateur. Hippolyte appela doucement Amélie Boudet, son épouse, depuis le salon adjacent. « Une lettre est arrivée pour vous ce soir. » Le cachet porte le nom de Madame Pleine-Maison. Rivail leva les yeux de ses corrections, intrigué. Madame Pleine-Maison était connue dans certains cercles de la société parisienne pour organiser des soirées peu conventionnelles. Il prit la lettre que lui tendait Amélie, observant l'écriture élégante qui ornait l'enveloppe. « Encore une de ces invitations aux séances de table tournante, je présume, dit-il avec un léger sourire sceptique. Cette mode commence à gagner les salons les plus respectables de Paris. » Amélie s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre, son ouvrage de broderie sur les genoux. La lumière de la lampe faisait briller ses cheveux soigneusement coiffés, et son visage exprimait un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Vous devriez peut-être y aller, mon ami, suggéra-t-elle. Ne serait-ce que pour comprendre ce qui captive tant l'attention de nos contemporains. » Rivail décacheta soigneusement la lettre et commença à lire à voix haute. « Mon cher professeur Rivail. Votre réputation d'homme de science et d'éducateur éclairé n'est plus à faire dans notre belle ville de Paris. C'est précisément pour ces qualités que nous sollicitons votre présence lors d'une soirée particulière que j'organise ce vendredi. Nous explorons des phénomènes qui, j'en suis certaine, piqueront votre curiosité scientifique. » Il s'interrompit, plissant légèrement les yeux. « Des phénomènes. Voilà un terme bien vague pour décrire ces divertissements de salon. »« Vous êtes trop sévère, Hippolyte, répondit Amélie. N'oubliez pas que M. Arago lui-même a reconnu que ces manifestations méritaient l'attention des scientifiques. » Rivail se leva de son bureau et s'approcha de la fenêtre. Les réverbères à gaz projetaient leur lueur jaune sur les pavés luisants de pluie. Dans les rues en contrebas, quelques fiacres passaient encore, leurs roues éclaboussant l'eau des caniveaux. « Ce qui m'intrigue, dit-il après un moment de réflexion, c'est la persistance de ces phénomènes. Si ce n'était qu'une mode passagère, elle se serait déjà éteinte. » Et pourtant. Il retourna à son bureau et sortit d'un tiroir plusieurs coupures de journaux qu'il avait collectées ces derniers mois. Des articles parlaient de tables qui dansaient, de messages mystérieux frappés par des coups, de communications présumées avec l'au-delà. « Voyez-vous, ma chère, poursuivit-il en étalant les articles, ces manifestations sont rapportées dans toute l'Europe, et même en Amérique. Des personnes de tout rang, de toutes éducations, affirment avoir été témoins de ces phénomènes. Certains de mes collègues les plus rationnels commencent à s'y intéresser. » Amélie posa son ouvrage et s'approcha pour examiner les articles. « Et qu'en pensez-vous vraiment, Hippolyte ? En tant qu'homme de science, je ne peux ni accepter ni rejeter ce que je n'ai pas observé par moi-même. Si ces phénomènes existent réellement, ils doivent obéir à des lois, comme tout dans la nature. Et si ces lois existent ?» Un coup de tonnerre lointain ponctua sa phrase, faisant sursauter légèrement Amélie. La pluie redoubla d'intensité, tambourinant contre les vitres avec une fureur renouvelée. « Si ces lois existent, reprit-il, elles méritent d'être étudiées avec la même rigueur que nous appliquons à l'étude de la physique ou de la chimie. » Il reprit la lettre de Madame Pleine-Maison et la relut attentivement. Le post-scriptum mentionnait la présence d'une jeune médium, Mademoiselle Caroline Baudin, dont les facultés extraordinaires faisaient déjà parler dans certains cercles. « Je crois, dit-il finalement, que j'irai à cette soirée. Non pas en tant que croyant, mais en tant qu'observateur. Si tout ceci n'est qu'illusion, il est de notre devoir d'en comprendre les mécanismes pour éviter que des esprits faibles ne soient abusés. Et si, par extraordinaire, il y a autre chose ?» Il laissa sa phrase en suspens, perdu dans ses pensées. Amélie l'observait avec attention, reconnaissant dans son regard cette lueur particulière qui apparaissait chaque fois qu'un nouveau défi intellectuel se présentait à lui. « Vous pensez que cela pourrait avoir des implications sur votre travail ?» demanda-t-elle doucement. Rivail secoua la tête,
un sourire amusé aux lèvres. Ma chère, je suis un simple pédagogue. Mon travail consiste à former de jeunes esprits aux sciences et aux lettres. Ces manifestations, quelles qu'elles soient, ne changeront rien à cela. Pourtant, alors qu'il prononçait ces mots, un frisson inexplicable parcourut son échine. Dehors, la pluie continuait de tomber, et les ombres semblaient danser avec une intensité nouvelle sur les murs de son bureau. Sur son visage habituellement serein, une expression indéfinissable passa furtivement, comme si, l'espace d'un instant, il avait entrevu quelque chose qui dépassait sa compréhension rationnelle du monde. Il retourna à son bureau et trempa sa plume dans l'encrier pour écrire sa réponse à Madame Pleine Maison. Ces mots, tracés avec sa précision habituelle, acceptaient l'invitation pour le vendredi suivant. Ce qu'il ignorait alors, c'est que ce simple geste allait marquer le début d'une aventure intellectuelle et spirituelle qui transformerait non seulement sa vie, mais aussi la compréhension du monde spirituel pour des générations à venir. La pendule sonna 11 heures, ses coups résonnant dans l'appartement silencieux. Amélie se leva pour se retirer, mais s'arrêta un instant à la porte du bureau. « Hippolyte, dit-elle doucement, quoi que vous découvriez vendredi prochain, n'oubliez pas que vous avez toujours su voir au-delà des apparences. C'est ce qui fait de vous un si bon éducateur. » Rivail acquiesça distraitement, déjà absorbé dans la lecture d'un article sur les phénomènes de table tournante publié dans la Gazette de Paris. La nuit s'étirait devant lui, pleine de questions sans réponse, tandis que la pluie continuait de tomber sur le Paris endormi, comme un rideau de mystère séparant le monde visible de l'invisible. Les tables dansantes. Le vendredi tant attendu arriva enfin. Le salon de Madame Pleine Maison, situé dans un hôtel particulier du faubourg Saint-Germain, brillait de mille feux. Les lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur les tapisseries de soie et les meubles d'époque, créant une atmosphère à la fois élégante et mystérieuse. L'horloge de la cheminée marquait 8 heures du soir lorsque Rivail franchit le seuil, accompagné d'Amélie. « Monsieur Rivail !» s'exclama Madame Pleine Maison en s'avançant vers eux. C'était une femme d'une 50aine d'années, dont le port aristocratique contrastait avec la vivacité presque juvénile du regard. « Nous sommes véritablement honorés de votre présence ce soir. » Le salon était déjà rempli d'une assemblée choisie. Rivail reconnut plusieurs figures de la société parisienne, le docteur Eleuthère Brasseur, un éminent médecin connu pour son scepticisme scientifique, le comte de Rochemont, passionné de sciences occultes, et plusieurs autres personnes de distinction dont les noms lui échappaient. « Permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Caroline Baudin, poursuivit Madame Pleine Maison, guidant Rivail vers une jeune femme assise près de la fenêtre. Caroline Baudin ne devait pas avoir plus de 20 ans. Son visage pâle et ses grands yeux sombres lui donnaient un air presque éthéré, renforcé par sa robe de mousseline blanche. « Monsieur Rivail, dit-elle d'une voix douce mais assurée, j'ai beaucoup entendu parler de vos travaux pédagogiques. Les esprits m'ont dit que vous viendriez. » Rivail haussa légèrement un sourcil à cette déclaration. « Les esprits, mademoiselle ? Oui, ils sont déjà présents ce soir. Ils attendent avec impatience de communiquer avec vous. » Le docteur Brasseur, qui s'était approché, laissa échapper un petit rire sceptique. « Ma chère enfant, vous ne devriez pas troubler l'esprit rationnel de notre ami avec de telles fantaisies. » Caroline ne sembla pas affectée par cette remarque. Elle se contenta de sourire mystérieusement, ses doigts jouant distraitement avec le camée qui ornait son cou. Madame Pleine Maison frappa dans ses mains pour attirer l'attention des invités. « Mes chers amis, prenons place autour de la table, si vous le voulez bien. » Au centre du salon trônait une massive table en acajou, suffisamment grande pour accueillir une dizaine de personnes. Sa surface polie reflétait la lumière des bougies comme un miroir sombre. Les participants prirent place autour du meuble, suivant les instructions de leur hôtesse. « Monsieur Rivail, dit Madame Pleine Maison, je vous en prie, asseyez-vous près de Mademoiselle Baudin. Les manifestations sont toujours plus fortes en sa présence. » Rivail s'exécuta, notant mentalement chaque détail de la scène. Il observa attentivement la table, cherchant d'éventuels mécanismes cachés, mais le meuble semblait parfaitement ordinaire. Amélie prit place à sa gauche, sa main cherchant instinctivement la sienne sous la table. « Maintenant, reprit leur hôtesse, nous allons former la chaîne. Que chacun pose légèrement ses mains sur la table et joigne ses petits doigts avec ceux de ses voisins. » Les participants s'exécutèrent. Rivail sentit la main fraîche de Caroline effleurer la sienne d'un côté, tandis qu'Amélie complétait le circuit de l'autre. La lumière des bougies vacilla légèrement, comme agitée par un souffle invisible. « Chers esprits, commença Madame Pleine Maison d'une voix solennelle, nous sollicitons humblement votre présence. Si vous êtes parmi nous, manifestez-vous. » Le silence qui suivit était presque palpable.
Rivail observait chaque visage autour de la table, notant les expressions d'attente anxieuse ou de scepticisme amusé. Soudain, un craquement sec résonna dans le bois de la table. « Les voilà » murmura Caroline, dont les yeux commençaient à prendre une expression étrange, comme voilée. La table commença à vibrer sous leurs doigts. D'abord imperceptiblement, puis de manière de plus en plus marquée. Rivail sentit distinctement le meuble se soulever légèrement d'un côté, puis de l'autre, comme si une force invisible tentait de le faire basculer. « C'est extraordinaire » souffla le comte de Rochemont. « Je n'ai jamais vu des manifestations aussi rapides. » Le docteur Brasseur, lui, scrutait le dessous de la table, cherchant visiblement une explication rationnelle. « Il doit y avoir un mécanisme. »« Docteur, » l'interrompit Madame Plenmaison, « je vous assure que cette table n'a subi aucune modification. Elle est dans ma famille depuis 3 générations. » Les mouvements s'intensifièrent. La table se mit à pivoter sur elle-même, obligeant les participants à se lever pour suivre son mouvement. Rivail nota que personne ne semblait exercer de pression particulière sur le meuble. Au contraire, leurs doigts le touchaient à peine. « Les esprits semblent particulièrement agités ce soir », remarqua Caroline d'une voix qui semblait venir de très loin. Ses yeux étaient maintenant complètement fixes, comme si elle regardait quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. « Pouvons-nous leur poser des questions » demanda Rivail, maintenant sa voix parfaitement calme malgré l'étrangeté de la situation. « Oui » répondit Madame Plenmaison. « Ils communiquent par des coups frappés. Un coup pour « non », 2 pour « oui ». Pour les messages plus complexes, nous éplons l'alphabet, et ils frappent au passage de la lettre choisie. » Rivail se redressa légèrement. « Dans ce cas, je voudrais poser une question. » Il marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Esprit, si vous êtes réellement présent, pouvez-vous nous dire pourquoi vous vous manifestez ce soir ?» La table s'immobilisa brusquement. Le silence revint dans le salon, uniquement troublé par le crépitement des bougies. Puis, lentement, méthodiquement, la table commença à frapper des coups. Madame Plenmaison énonçait les lettres, et une autre invitée les notait fébrilement sur un carnet. P. O. U. R. V. O. U. S. Rivail sentit un frisson parcourir son échine. « Pour moi. » 2 coups secs résonnèrent, « Oui. » « Et que voulez-vous de moi ?» La table reprit son épellation, V. O. T. R. E. A. I. D. E. Caroline, toujours en transe, prit soudain la parole d'une voix qui ne semblait pas être la sienne. « Le temps est venu, professeur Rivail. Les esprits ont besoin d'un homme de science pour comprendre et expliquer leurs manifestations au monde. » Amélie serra plus fort la main de son mari. Le docteur Brasseur s'était tu, observant la scène avec une fascination mêlée d'incrédulité. Le comte de Rochemont prenait frénétiquement des notes. « Comment puis-je être sûr que tout ceci n'est pas une illusion ?» demanda Rivail, maintenant sa rigueur scientifique malgré l'atmosphère surnaturelle qui régnait dans la pièce. La table se souleva alors complètement, restant suspendue en l'air pendant plusieurs secondes avant de retomber lourdement. Plusieurs invités laissèrent échapper des exclamations de surprise. « Les esprits disent, traduisit Caroline, toujours dans cet état second, que vous aurez toutes les preuves nécessaires. Ils vous demandent simplement d'observer et d'étudier avec un esprit ouvert. » La séance se poursuivit pendant plus de 2 heures. La table répondit à diverses questions, donnant des informations précises sur des événements passés que seuls certains participants connaissaient. Rivail nota chaque détail, chaque réponse, dans un petit carnet qu'il avait apporté. Lorsque minuit sonna à la pendule, Madame Plenmaison décida de mettre fin à la séance. Caroline sortit progressivement de sa transe, semblant épuisée mais sereine. Les invités commencèrent à se disperser, discutant avec animation des événements de la soirée. « Alors, mon ami, demanda le docteur Brasseur à Rivail alors qu'ils récupéraient leur manteau, que pensez-vous de tout cela ?» Rivail resta silencieux un moment avant de répondre. « Je pense, mon cher confrère, que nous avons peut-être été témoins de quelque chose qui mérite une investigation plus approfondie. » Sur le chemin du retour, dans le fiacre qui les ramenait chez eux, Amélie observait son mari qui relisait ses notes à la lueur des réverbères. « Hippolyte, dit-elle doucement, je ne vous ai jamais vu aussi pensif. »« C'est que, ma chère, répondit-il sans lever les yeux de son carnet, je commence à me demander si nous ne sommes pas à l'aube d'une découverte qui pourrait changer notre compréhension du monde. » La pluie avait cessé, mais les rues de Paris brillaient encore sous la lumière des réverbères. Dans le ciel, les nuages s'étaient dissipés,
laissant apparaître quelques étoiles. Rivail ne le savait pas encore, mais cette soirée marquait le début d'une aventure qui allait transformer sa vie et donner naissance à une nouvelle philosophie spirituelle qui marquerait les siècles à venir. Les premiers messages. Les semaines qui suivirent la première séance chez Madame Pleine-Maison furent marquées par une succession d'événements qui allaient profondément bouleverser la vie de Rivail. Ce soir-là, dans son cabinet de travail, l'atmosphère était particulièrement chargée. Les rideaux de velours tirés isolaient la pièce du monde extérieur, créant un cocon propice aux manifestations qui allaient suivre. Caroline Baudin était assise à la table de travail, ses mains posées délicatement sur la surface en bois. À ses côtés, sa sœur Julie, récemment initiée au phénomène médiumnique, attendait dans un silence respectueux. Rivail, son carnet ouvert devant lui, observait la scène avec une attention accrue. « Les esprits sont déjà là », murmura Caroline, ses yeux prenant cette expression voilée désormais familière. « Ils attendent vos questions, monsieur Rivail. » Le pédagogue ajusta ses lunettes et consulta la liste de questions qu'il avait méticuleusement préparée. Depuis la première séance, il avait développé une méthodologie rigoureuse pour ses investigations. « Esprit qui vous manifestez », commença-t-il de sa voix posée, « pouvez-vous nous dire qui vous êtes ?» Les mains de Caroline se mirent à trembler légèrement, et sa voix changea de tonalité lorsqu'elle répondit « Je suis l'esprit de vérité, celui qui t'a été annoncé. Tu as été choisi, Rivail, pour une mission dont tu commences à peine à percevoir l'ampleur. » Amélie, qui assistait à la séance depuis un fauteuil proche, ne put retenir un léger frisson. Les manifestations devenaient de plus en plus précises, de plus en plus personnelles. « Quelle est cette mission dont vous parlez ?» poursuivit Rivail, notant chaque mot avec une précision méticuleuse. « Tu dois rassembler et comprendre nos enseignements, répondit l'esprit à travers Caroline. Le monde est prêt pour une nouvelle compréhension du spirituel. Les temps sont venus de lever le voile entre les deux mondes. Julie, qui était restée silencieuse jusque-là, fut soudain prise d'un tremblement. Ses mains saisirent un crayon et commencèrent à écrire frénétiquement sur une feuille de papier. Rivail se pencha pour lire. Les anciennes croyances s'écroulent, les dogmes vacillent, mais de leurs cendres naîtra une nouvelle compréhension. Tu seras l'architecte de ce pont entre le visible et l'invisible. Le professeur observa les deux sœurs avec attention. Leur synchronisation était parfaite, leurs messages complémentaires, et pourtant, elles semblaient opérer indépendamment l'une de l'autre. « Comment puis-je être certain que vos messages sont authentiques ?» demanda-t-il, fidèle à sa rigueur scientifique. La réponse vint simultanément des deux médiums, leurs voix se mêlant dans une harmonie troublante, par la cohérence de nos enseignements et par les preuves que nous t'apporterons. Observe, compare, analyse. N'accepte que ce que ta raison peut comprendre. Soudain, la température de la pièce sembla chuter de plusieurs degrés. Les flammes des bougies vacillèrent sans qu'aucun courant d'air ne soit perceptible. Caroline se redressa, son visage prenant une expression d'une gravité inhabituelle. « Il y a d'autres médiums qui t'attendent », annonça-t-elle. Dans différents quartiers de Paris, des cercles se forment. Tu devras les visiter tous, comparer leurs messages, établir les concordances et comprendre les divergences. Rivail nota ces informations, son esprit analytique déjà en train d'élaborer un plan d'investigation systématique. « Pouvez-vous me donner des noms, des adresses ?» Julie reprit son écriture automatique, traçant une liste de noms et de lieux. Certains étaient connus, d'autres totalement inconnus de Rivail. Mais ce qui le frappa le plus, c'était la précision des détails fournis. « Monsieur Rivail, » intervint Caroline, sortant brièvement de sa transe, les esprits insistent sur l'importance de la méthode. Ils disent que vous devez appliquer à leur message la même rigueur que vous appliquez à vos travaux pédagogiques. La méthode est en effet essentielle, répondit-il, mais je m'interroge sur la nature même de ces communications. Comment expliquer que des esprits puissent ainsi se manifester à travers des médiums ? La réponse vint sous forme d'une analogie surprenante, comme l'électricité parcourt les fils du télégraphe, les pensées des esprits parcourent les fibres sensibles du médium. Nous utilisons leur énergie vitale pour manifester notre présence et transmettre nos messages. Cette explication scientifique, faisant référence à une technologie moderne, intrigua particulièrement Rivail. Il nota soigneusement la comparaison, pressentant qu'elle pourrait être utile pour expliquer ces phénomènes à un public sceptique. La séance se poursuivit pendant plusieurs heures, les messages s'enchaînant avec une cohérence remarquable. Les esprits abordèrent des sujets profonds, la nature de l'âme, la survie après la mort, la réincarnation, les lois morales qui régissent l'univers. Vers la fin de la soirée, alors que les médiums commençaient à montrer des signes de fatigue, un message particulièrement personnel fut transmis.
Ton nom actuel n'est pas celui sous lequel tu accompliras ta mission, annonça l'esprit de vérité. Dans une vie antérieure, tu étais connu sous le nom d'Allan Kardec, un druide qui enseignait la sagesse dans les anciennes Gaules. Ce nom te sera rendu, car il correspond à ta mission actuelle. Un silence profond suivit cette révélation. Amélie observait son mari avec une expression mêlée d'inquiétude et de fascination. Rivail resta immobile un long moment, absorbant l'information. Un druide, murmura-t-il finalement. Est-ce pour cela que j'ai toujours ressenti cet inexplicable attrait pour l'enseignement et la transmission du savoir? Les vies sont liées les unes aux autres, répondit l'esprit. Tes capacités actuelles sont le fruit de tes expériences passées. Mais aujourd'hui, ta mission est plus vaste encore. La séance se termina peu après. Les sœurs Baudin, épuisées mais sereines, prirent congé, accompagnées par Amélie qui insista pour qu'elles prennent une collation avant de partir. Resté seul dans son cabinet, Rivail relut ses notes. Les messages de cette soirée représentaient un tournant. Pour la première fois, il entrevoyait l'ampleur de la tâche qui l'attendait. Ce n'était plus simplement une investigation scientifique de phénomènes curieux, mais le début d'un travail monumental qui allait transformer sa vie. Il ouvrit un nouveau cahier, plus épais que les précédents, et inscrivit sur la première page, Communication Spirit, études méthodiques. En dessous, après une brève hésitation, il ajouta entre parenthèses, Allan Kardec. La pendule sonna minuit, mais il ne ressentait aucune fatigue. Son esprit bouillonnait de questions, d'idées, de projets. Il avait l'intuition que cette soirée marquait le véritable début de sa mission, une mission qui allait bien au-delà de tout ce qu'il avait pu imaginer jusqu'alors. Dehors, Paris dormait, ignorant encore qu'en cette nuit, dans un modeste cabinet de travail de la rue des Martyrs, venait de s'écrire la première page d'une nouvelle philosophie qui allait marquer l'histoire de la pensée spirituelle. Les cahiers d'études. Le printemps parisien de 1856 déployait ses charmes dans les jardins du Luxembourg, mais Rivail n'avait guère le temps d'admirer les premiers bourgeons. Dans son cabinet de travail, transformé en véritable laboratoire d'investigation spirituelle, les cahiers s'empilaient sur chaque surface disponible. Des centaines de pages couvertes de son écriture méticuleuse témoignaient de l'ampleur du travail accompli depuis ses premières séances. Hippolyte appela Amélie en entrant dans le bureau, une tasse de thé à la main, vous n'avez pas quitté cette pièce depuis l'aube. Rivail leva les yeux de ses notes, clignant des paupières comme s'il émergeait d'un autre monde. Sur son bureau, plusieurs cahiers étaient ouverts, chacun correspondant à un groupe de médiums différents. Ma chère, répondit-il en acceptant la tasse avec gratitude, je commence à percevoir des motifs, des correspondances remarquables entre les différentes communications. Il désigna ses cahiers, chacun étiqueté avec soin, Cercle Baudin, Groupe Roustan, Séance Pleine Maison, et bien d'autres encore. Chaque page était divisée en colonnes, permettant de comparer les réponses obtenues à travers différents médiums sur les mêmes questions. Voyez-vous, poursuivit-il avec animation, j'ai posé la même question sur la nature de l'âme à 5 groupes différents, sans qu'aucun ne soit au courant des réponses des autres. Les correspondances sont stupéfiantes. Amélie s'approcha pour examiner les notes. En effet, bien que formulées différemment, les réponses convergeaient vers une même compréhension fondamentale. Et ce n'est pas tout, ajouta Rivail, feuilletant un autre cahier. Les esprits m'ont donné des informations sur des faits historiques précis, des détails que les médiums ne pouvaient absolument pas connaître. J'ai vérifié certaines de ces informations à la Bibliothèque nationale, elles sont exactes. Un coup frappé à la porte interrompit leur conversation. Julie Baudin entra, suivie de sa sœur Caroline. Les deux jeunes femmes étaient devenues des visiteuses régulières de la maison Rivail. Monsieur, dit Caroline en s'asseyant à la table de travail, les esprits sont particulièrement insistants aujourd'hui. Ils disent avoir des révélations importantes à vous transmettre. Rivail sortit un nouveau cahier, vierge celui-là. Je vous écoute, mademoiselle. Les mains de Caroline se mirent à trembler, et sa voix changea de timbre, le temps est venu de compiler ces enseignements. Ce ne seront pas de simples notes, mais un livre qui changera la compréhension du monde spirituel. Julie, de son côté, avait déjà saisi un crayon et écrivait frénétiquement, les questions que tu poses sont les bonnes, mais l'ordre doit être repensé. Commence par les principes fondamentaux, puis progresse vers les implications morales et philosophiques. Rivail nota chaque mot, son esprit analytique déjà en train d'organiser la structure de ce futur ouvrage. Comment dois-je présenter ces informations pour qu'elles soient comprises par tous ? Utilise la méthode socratique, répondit l'esprit à travers Caroline. Questions et réponses, comme dans tes ouvrages pédagogiques. Mais ici, les réponses viendront des esprits eux-mêmes.
Pendant plusieurs heures, les communications se poursuivirent, détaillant la structure du futur livre. Les esprits insistaient sur l'importance d'une progression logique dans la présentation des concepts, commençant par les plus simples pour aller vers les plus complexes. Mais intervint Amélie qui observait la scène, certaines de ces révélations ne risquent-elles pas de heurter les croyances établies? La réponse vint immédiatement à travers Julie, la vérité doit être dite, mais avec sagesse et prudence. Le but n'est pas de détruire, mais de construire une compréhension plus profonde. Rivail acquiesça, conscient des implications. Il ouvrit un nouveau cahier et inscrivit en première page, plan de l'ouvrage sur la doctrine spirit. En dessous, il commença à noter les grandes divisions suggérées par les esprits. 1. Les causes premières. 2. Le monde des esprits. 3. Les lois morales. 4. Les espérances et consolations. Ce travail demandera des mois, peut-être des années, murmura-t-il. Le temps n'a pas d'importance, répondit l'esprit à travers Caroline. L'essentiel est la rigueur et l'exactitude. Chaque affirmation doit être vérifiée, chaque principe confronté à la raison. La séance se poursuivit tard dans la soirée. Lorsque les sœurs Baudin prirent congé, Rivail resta longtemps à son bureau, relisant ses notes. La tâche qui l'attendait était immense, mais pour la première fois, il en voyait clairement les contours. Hippolyte, dit doucement Amélie en posant une main sur son épaule, vous semblez préoccupé. Je pense à ma réputation, ma chère, répondit-il après un moment de silence. Mes collègues du monde académique ne comprendront pas. Certains me traiteront de faux. Depuis quand la recherche de la vérité s'embarrasse-t-elle de l'opinion des autres, répliqua-t-il avec douceur. Rivail sourit, reconnaissant dans cette réponse la sagesse qui l'avait poussé à l'épouser. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. Les étoiles brillaient dans le ciel de Paris, semblant lui rappeler que l'univers était bien plus vaste et mystérieux que ne l'imaginait la science de son temps. Vous avez raison, dit-il finalement. Ce travail doit être fait, quelles qu'en soient les conséquences. Il retourna à son bureau et commença à rédiger le plan détaillé du premier chapitre. Les heures passèrent, marquées uniquement par le grattement de sa plume sur le papier et le tic-tac régulier de la pendule. Au petit matin, lorsqu'Amélie revint dans le bureau avec une nouvelle tasse de thé, elle trouva son mari toujours au travail, entouré de ses cahiers. Sur son visage, l'expression de doute avait fait place à une détermination tranquille. Les esprits avaient raison, dit-il sans lever les yeux de son travail. Ce sera un livre, et ce livre ouvrira une nouvelle ère dans la compréhension du monde spirituel. Dehors, le soleil se levait sur Paris, ses premiers rayons illuminant les pages couvertes de l'écriture serrée de celui qui allait bientôt être connu sous le nom d'Allan Kardec. Dans son cabinet de travail, les cahiers d'études s'empilaient, témoins silencieux d'une révolution spirituelle en gestation. L'esprit de vérité. Par une soirée glaciale de janvier, alors que la neige tourbillonnait dans les rues étroites de Paris, une communication extraordinaire allait bouleverser le cours de l'histoire du spiritisme. Le salon de Madame Pleine-Maison, habituellement si chaleureux, semblait ce soir-là empreint d'une atmosphère particulièrement solennelle. Les bougies vacillaient doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs tapissés de soie, tandis que les participants s'installaient autour de la table massive en chêne. Rivail, qui avait passé les derniers mois à documenter méticuleusement chaque manifestation spirituelle, sentait que cette soirée serait différente. Une tension palpable flottait dans l'air, comme si le voile entre les deux mondes s'était particulièrement aminci. Les médiums présents, notamment les sœurs Baudin, semblaient plus concentrés que d'habitude, leurs visages empreints d'une gravité inhabituelle. La séance débuta comme à l'accoutumée, avec une prière silencieuse et la formation de la chaîne médiumnique. Les mains se joignirent autour de la table, créant ce cercle d'énergie désormais familier. Les premiers instants furent calmes, seul le crépitement du feu dans la cheminée venait troubler le silence religieux qui régnait dans la pièce. Soudain, la température de la pièce chuta de manière spectaculaire. Les flammes des bougies vacillèrent violemment, comme agitées par un souffle invisible. Julie Baudin, la plus jeune des médiums, fut la première à entrer en transe. Son visage se transforma subtilement, prenant une expression de sagesse ancestrale qui contrastait étrangement avec ses traits juvéniles. C'est alors que l'esprit de vérité se manifesta, avec une puissance et une clarté qui dépassaient toutes les communications précédentes. La voix qui s'échappa des lèvres de Julie était différente, plus profonde, plus assurée, résonnant dans la pièce avec une autorité naturelle qui fit frissonner l'assistance. Hippolyte Léon Denisard Rivail, commença l'esprit, utilisant le nom complet du professeur, le moment est venu de révéler ta véritable identité. Un murmure parcourut l'assemblée. Rivail, maintenant son calme habituel malgré l'intensité du moment,
ajusta ses lunettes et sortit son carnet de notes. À partir de ce jour, poursuivit l'esprit, tu porteras le nom d'Allan Kardec. Ce nom n'est pas nouveau pour ton âme, car tu le portais déjà dans une existence antérieure, lorsque tu œuvrais comme druide dans les anciennes Gaules. Le salon fut plongé dans un silence stupéfait. Rivaille sentit un frisson parcourir son échine, non pas de peur, mais de reconnaissance profonde, comme si une vérité longtemps enfouie remontait à la surface de sa conscience. « Je ne comprends pas, répondit-il, sa voix trahissant une émotion contenue. Pourquoi me révéler cela maintenant? Et pourquoi moi? L'esprit de vérité poursuivit, sa voix devenant plus douce mais conservant son autorité, tu as été choisi parce que tu possèdes les qualités essentielles à cette mission, la rigueur du scientifique, l'ouverture d'esprit du philosophe, et la sagesse de l'ancien druide qui sommeille en toi. Ce n'est pas un hasard si tu as consacré ta vie à l'éducation et à la transmission du savoir. Amélie, l'épouse de Rivaille, qui assistait à la séance, observait la scène avec un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Elle connaissait son mari mieux que quiconque et pouvait voir que quelque chose de profond se transformait en lui. L'esprit continua ses révélations, le nom d'Allan Kardec sera le symbole d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. Il représente le pont entre la science et la spiritualité, entre la raison et la foi. C'est sous ce nom que tu codifieras les enseignements que nous te transmettons. Les autres médiums présents commencèrent alors à manifester des signes de transe. Caroline Boudin se mit à dessiner frénétiquement des symboles celtiques sur un papier, tandis que sa sœur Julie continuait à canaliser les messages de l'esprit de vérité. Ta mission ne sera pas facile, avertit l'esprit. Tu rencontreras l'opposition, le doute, et parfois même l'hostilité. Mais souviens-toi que tu n'es pas seul. Les esprits supérieurs te guideront et te soutiendront dans cette tâche. Rivaille écoutait attentivement, notant chaque mot dans son carnet avec sa précision habituelle. Malgré l'extraordinaire de la situation, son esprit méthodique continuait d'analyser et de classifier chaque information. L'esprit poursuivit, le temps est venu pour l'humanité de comprendre sa véritable nature spirituelle. Les anciennes croyances doivent être éclairées par la lumière de la raison, et les découvertes scientifiques doivent s'ouvrir à la réalité du monde spirituel. Tu seras l'architecte de cette synthèse. La température de la pièce commença progressivement à remonter, tandis que l'esprit délivrait ses dernières instructions. À partir de ce jour, chaque fois que tu signeras une œuvre liée à la doctrine spirite, tu utiliseras le nom d'Allan Kardec. Ce sera le sceau de ta mission spirituelle. Le docteur Brasseur, qui était resté silencieux jusqu'alors, ne put s'empêcher d'intervenir. Mais comment pouvons-nous être certains de l'authenticité de cette communication? L'esprit répondit avec une sagesse tranquille, la vérité porte en elle-même sa propre lumière. Le temps et les fruits de ce travail en seront les meilleurs témoins. Allan Kardec ne devra rien accepter sans l'avoir soumis au crible de la raison et de l'expérience. Madame Pleine-Maison, qui avait organisé tant de séances dans son salon, sentait que celle-ci marquait un tournant décisif. Les bougies, qui s'étaient presque éteintes pendant la communication, se ravivèrent soudainement, illuminant la pièce d'une lumière nouvelle. L'esprit de vérité conclut, souviens-toi, Allan Kardec, que ta mission est double, consoler et instruire. Tu devras apporter l'espoir aux affligés et la lumière aux chercheurs de vérité. Le spiritisme que tu vas codifier n'est pas une nouvelle religion, mais une science spirituelle qui éclairera l'humanité sur sa véritable nature et sa destinée. Alors que la séance touchait à sa fin, les médiums sortirent progressivement de leur état de transe. Un silence méditatif s'installa dans le salon, chacun méditant sur la portée des révélations reçues. Rivaille, ou plutôt Allan Kardec comme il serait désormais connu, resta un moment immobile, son carnet de notes serré contre lui. Il savait que sa vie venait de prendre un tournant décisif. Le professeur respecté, l'homme de science rationnelle, allait devenir le pionnier d'une nouvelle compréhension de la spiritualité. Cette nuit-là, en rentrant chez lui sous la neige qui continuait de tomber sur Paris, Kardec méditait sur le poids de la responsabilité qui venait de lui être confiée. Les rues désertes de la capitale semblaient différentes à ses yeux, comme si un voile s'était levé sur une réalité plus profonde. Amélie, qui marchait à ses côtés, rompit doucement le silence. « Comment te sens-tu, mon ami ?» « Comme si je m'éveillais d'un long sommeil, répondit-il, tout en ayant la certitude d'être parfaitement éveillé. Je comprends maintenant pourquoi toutes ces années d'études et d'enseignement m'ont préparé à ce moment. En franchissant le seuil de leur appartement, Allan Kardec savait que sa quête de vérité ne faisait que commencer. L'esprit de vérité avait ouvert une porte qu'il ne pourrait plus refermer, et derrière cette porte l'attendait un travail immense qui allait transformer non seulement sa vie, mais la compréhension même de la spiritualité au XIXe siècle et au-delà. Les oppositions.
La nouvelle des recherches de Rivail se répandit dans Paris comme une traînée de poudre. Ce qui n'était au début que des murmures dans les salons devint rapidement le sujet de toutes les conversations. L'ancien éducateur respecté, maintenant connu sous le nom d'Allan Kardec, se trouvait au centre d'une tempête grandissante. Par une matinée brumeuse de février, Kardec reçut une lettre qui fit trembler ses mains habituellement si assurées. Elle provenait de l'Académie des sciences, institution dont il avait longtemps recherché l'approbation. Le contenu était sans équivoque, ses anciens collègues prenaient officiellement leur distance. « Mon cher Rivail, écrivait le professeur Delacroix, votre récente, disons, orientation vers des pratiques ésotériques nous préoccupe grandement. L'Académie ne peut cautionner de telles recherches qui s'éloignent manifestement de toute rigueur scientifique. » Amélie, qui observait son mari lire la lettre, remarqua la crispation de sa mâchoire. « Que disent-ils ? demanda-t-elle doucement. « Ils me considèrent comme un illuminé, répondit Kardec avec un sourire amer. Eux qui n'ont jamais assisté à une seule séance, qui n'ont jamais observé les phénomènes que nous étudions, se permettent de juger. » Le même jour, le père Laurent, son vieil ami d'enfance devenu prêtre, se présenta à son domicile. Les deux hommes s'installèrent dans le bureau de Kardec, où des piles de notes et de manuscrits témoignaient de l'intensité de ses recherches. « Hippolyte, commença le prêtre, utilisant délibérément son ancien prénom, je viens en ami, mais aussi en serviteur de l'Église. Ces pratiques que vous poursuivez sont dangereuses. L'Église est formelle, communiquer avec les morts est une hérésie. » Kardec se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Les toits de Paris s'étendaient devant lui, gris sous le ciel d'hiver. « Mon ami, répondit-il enfin, je ne cherche pas à créer une nouvelle religion. Je cherche la vérité, avec la même rigueur que j'ai toujours appliquée dans mes travaux pédagogiques. Mais ces esprits, insista le père Laurent, comment pouvez-vous être sûr qu'ils ne sont pas des démons cherchant à vous égarer? Je les juge à leurs fruits, répondit Kardec. Les messages que nous recevons prônent l'amour, la charité, le progrès moral. Ils nous encouragent à devenir meilleurs. Est-ce là l'œuvre du malin? L'opposition ne se limitait pas aux cercles religieux et académiques. Dans les salons parisiens, les rumeurs allaient bon train. On murmurait que le respecté professeur Rivail avait perdu la raison, qu'il était tombé sous l'emprise de charlatans. Madame de Saint-Marcel, qui avait autrefois confié l'éducation de ses enfants à Rivail, organisait maintenant des soirées où l'on se moquait ouvertement de ses recherches. Imaginez, disait-elle à ses invités, notre cher professeur qui passait pour si rationnel, le voilà qui prétend parler aux morts. Ces attaques auraient pu décourager un homme moins convaincu, mais elles ne faisaient que renforcer la détermination de Kardec. Chaque opposition le poussait à être plus rigoureux encore dans ses observations et ses analyses. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, il reçut la visite inattendue du docteur Brasseur, qui avait assisté à plusieurs séances. « Je ne sais plus que penser, avoua le médecin. Mes collègues me tournent en ridicule quand je mentionne ces phénomènes, et pourtant, j'ai vu de mes propres yeux des choses que la science actuelle ne peut expliquer. » Kardec posa sa plume et regarda son visiteur avec bienveillance. « La science progresse en repoussant ses limites, mon ami. » Galilée aussi fut moqué lorsqu'il affirmait que la Terre tournait autour du Soleil. Les communications avec les esprits, loin de diminuer face aux critiques, devenaient de plus en plus précises et cohérentes. Chaque séance apportait de nouveaux éléments qui venaient enrichir le corpus de ce qui allait devenir la doctrine spirite. Un message particulièrement frappant fut reçu lors d'une séance houleuse. Les oppositions sont nécessaires, communiqua l'esprit de vérité. Elles forcent à la réflexion, à la remise en question, à la précision. Sans elles, la vérité ne brillerait pas avec autant d'éclat. Cette période d'opposition intense eut un effet inattendu, elle attira l'attention de personnalités influentes qui, intriguées par la controverse, voulurent observer les phénomènes par elles-mêmes. Parmi elles se trouvait Victor Hugo, alors en exil, qui suivait avec intérêt les développements du spiritisme à Paris. Les séances continuaient, et Kardec documentait tout méticuleusement. Chaque critique était notée, analysée, et quand elle était pertinente, intégrée dans sa réflexion. La vérité n'a jamais craint la lumière, répétait-il à ceux qui l'accusaient de se cacher derrière des mystères. L'opposition la plus virulente vint peut-être des spirites eux-mêmes, ceux qui pratiquaient les tables tournantes comme un divertissement mondain et voyaient d'un mauvais œil cette tentative de systématisation scientifique. Vous tuez la spontanéité des esprits avec vos questions méthodiques, lui reprocha un soir la comtesse de Plainval. Le monde spirituel ne se laisse pas enfermer dans vos catégories rationnelles. Kardec répondit avec sa patience caractéristique, « Madame, si ces phénomènes sont réels, et nous savons qu'ils le sont, alors ils doivent pouvoir être étudiés, compris, et expliqués.
La vraie spiritualité n'a rien à craindre de la raison. Amélie, qui soutenait son mari dans cette période difficile, s'inquiétait parfois de le voir travailler sans relâche. « Ne craignez-vous pas que ces oppositions finissent par vous briser ?» demanda-t-elle un soir. « Au contraire, répondit Kardec en souriant, elle me fortifie. Chaque objection me pousse à être plus précis, chaque critique m'oblige à approfondir ma réflexion. Les opposants sont, sans le vouloir, mes meilleurs alliés. » La situation atteignit son paroxysme lorsque certains journaux commencèrent à publier des articles calomnieux. On accusait Kardec de charlatanisme, d'escroquerie, même de sorcellerie. Mais ces attaques eurent un effet inverse à celui escompté, elles éveillèrent la curiosité du public. Les demandes pour assister aux séances se multiplièrent. Des scientifiques, des écrivains, des philosophes, tous voulaient voir par eux-mêmes ces phénomènes dont on parlait tant. Kardec accueillait chacun avec la même ouverture d'esprit, encourageant l'observation critique et le questionnement rationnel. Un soir mémorable, alors que les critiques semblaient atteindre leur apogée, un message particulièrement puissant fut reçu: les pierres que l'on vous jette aujourd'hui serviront à construire l'édifice de demain. Continuez sans crainte, la vérité triomphe toujours. Ces mots résonnèrent profondément en Kardec. Il comprit que les oppositions, loin d'être un obstacle, étaient un élément nécessaire de sa mission. Elles l'obligeaient à affiner sa méthode, à préciser sa pensée, à renforcer ses arguments. Alors que l'année 1856 touchait à sa fin, Kardec pouvait déjà mesurer le chemin parcouru. Les oppositions n'avaient pas disparu, mais elles avaient changé de nature. Aux moqueries faciles succédaient maintenant des débats plus construits, au rejet systématique des questionnements plus profonds. Dans son journal personnel, il écrivit: « Les oppositions sont comme le vent, elles éteignent les petites flammes mais attisent les grands feux. Notre tâche n'est pas de convaincre les sceptiques, mais d'offrir à ceux qui cherchent les moyens de découvrir la vérité par eux-mêmes. » Cette période d'opposition intense forgeait, sans que personne ne s'en doute encore, les bases solides sur lesquelles allait s'édifier une nouvelle compréhension du monde spirituel. Le « Livre des Esprits » était en gestation, et bientôt, très bientôt, il allait voir le jour, bouleversant à jamais la façon dont l'humanité considérait la vie après la mort. Le Livre des Esprits. Le printemps de 1857 s'annonçait à Paris. Dans son bureau de la rue des Martyrs, Allan Kardec contemplait l'imposant manuscrit qui représentait des années de travail acharné. Plus de 1000 questions sur la vie, la mort et l'au-delà, méthodiquement organisées, analysées et commentées. Le Livre des Esprits était enfin prêt. La veille de la publication, une séance exceptionnelle fut organisée. Tous les médiums qui avaient participé à cette grande œuvre étaient présents, les sœurs Boudin, Caroline et Julie, mademoiselle Jaffet, et plusieurs autres qui avaient contribué à la transmission des messages spirituels. L'atmosphère était électrique dans le salon. Les bougies projetaient des ombres dansantes sur les murs, créant une ambiance presque surréelle. Amélie, qui avait été témoin de chaque étape de ce travail monumental, observait son mari avec un mélange de fierté et d'appréhension. « Mon ami, dit-elle doucement, vous souvenez-vous de cette première soirée chez Madame Pleine Maison? Qui aurait pu imaginer où cela nous mènerait ?» Kardec sourit, se remémorant son scepticisme initial. Le manuscrit devant lui représentait bien plus qu'un simple livre, c'était la synthèse d'innombrables heures de questionnement, d'observation et d'analyse rigoureuse. La séance commença selon le rituel habituel. Les médiums formèrent un cercle, leurs mains jointes créant cette chaîne énergétique désormais familière. Le silence s'installa, profond, presque palpable. Soudain, Julie Boudin entra en transe. Sa voix, transformée par la présence spirituelle, résonna dans la pièce. « Ce livre changera le monde », déclara l'esprit de vérité. Il apportera la consolation aux affligés et l'espoir aux désespérés. Caroline Boudin, également en état médiumnique, ajouta d'une voix différente: « Les temps sont venus pour que les vérités spirituelles soient révélées. Ce livre sera traduit en de nombreuses langues, traversera les océans, touchera les cœurs et éclairera les esprits. » Le docteur Brasseur, présent pour cette occasion historique, ne put s'empêcher d'intervenir. « Mais comment pouvons-nous être certains que ces révélations seront acceptées par le monde scientifique ?» L'esprit répondit à travers Julie: « La science et la spiritualité ne sont pas antagonistes. Elles sont les deux ailes qui permettront à l'humanité de s'élever. Ce livre pose les fondements d'une science spirituelle qui réconciliera la raison et la foi. » Kardec écoutait attentivement, notant chaque mot dans son carnet. Le manuscrit sur son bureau représentait déjà plus de 1000 questions, mais il savait que ce n'était qu'un début. Les esprits avaient promis que d'autres révélations suivraient. Mademoiselle Jaffet, qui était restée silencieuse jusque-là, fut saisie d'une inspiration soudaine.
Ses mains se mirent à dessiner frénétiquement des symboles sur une feuille de papier. C'étaient des représentations des différentes sphères spirituelles décrites dans le livre. Ces enseignements, communiqués à un autre esprit à travers elle, ne sont pas nouveaux. Ils sont éternels comme la vérité elle-même. Mais le moment est venu de les présenter sous une forme accessible à l'intelligence moderne. La température de la pièce fluctuait de manière inexplicable, phénomène que Kardec avait appris à associer aux manifestations spirituelles particulièrement intenses. Les flammes des bougies vacillaient sans qu'aucun courant d'air ne soit perceptible. Un message particulièrement émouvant fut transmis par l'intermédiaire de Caroline: ce livre touchera d'abord ceux qui ont perdu des êtres chers. Il leur apportera la preuve que la mort n'est qu'un passage, que l'amour survit au-delà du voile physique. Amélie, qui avait initialement douté de ses recherches, sentit ses yeux s'embuer de larmes. Elle se souvenait des nombreuses nuits où son mari avait travaillé sans relâche, comparant les messages reçus par différents médiums, vérifiant leur cohérence, organisant cette masse d'informations en un tout cohérent. L'esprit de vérité reprit la parole: Allan Kardec, tu as accompli la première partie de ta mission. Ce livre n'est que le commencement. D'autres suivront, développant et clarifiant ces enseignements. Tu as posé la première pierre d'un édifice qui grandira à travers les siècles. Le manuscrit contenait des réponses à des questions fondamentales: qu'est-ce que Dieu? Quelle est la nature de l'âme? Pourquoi la souffrance existe-t-elle? Que arrive-t-il après la mort? Ces questions, aussi vieilles que l'humanité elle-même, trouvaient ici des réponses rationnelles, cohérentes, vérifiables par l'observation et l'expérience. Un des esprits présents cette nuit-là fit une prédiction remarquable: ce livre sera attaqué, critiqué, même ridiculisé par certains. Mais comme une graine plantée dans un sol fertile, il germera et donnera naissance à un arbre puissant dont les branches s'étendront sur toute la terre. Vers minuit, alors que la séance touchait à sa fin, un dernier message fut reçu: n'oublie jamais que ce livre n'est pas ton œuvre personnelle. Tu as été l'instrument choisi pour sa transmission, mais les enseignements qu'il contient appartiennent à l'humanité tout entière. Kardec hocha la tête, conscient du poids de cette responsabilité. Il savait que la publication du « Livre des Esprits » marquerait un tournant dans sa vie. Le respecté professeur Rivail disparaîtrait définitivement derrière Allan Kardec, le codificateur du spiritisme. Le lendemain matin, alors qu'il se préparait à porter le manuscrit chez l'imprimeur, Amélie l'arrêta un instant. « Êtes-vous prêt pour ce qui va suivre » demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. « La vérité trouve toujours son chemin » répondit-il simplement. « Notre rôle est simplement de lui ouvrir la voie. » Les premiers exemplaires du « Livre des Esprits » furent livrés quelques semaines plus tard. Kardec en prit un dans ses mains, admirant la couverture sobre où son nouveau nom, Allan Kardec, apparaissait pour la première fois en public. L'ouvrage était organisé en 4 parties: les causes premières, le monde spirituel, les lois morales, et les espérances et consolations. Chaque section avait été méticuleusement structurée pour guider le lecteur dans une progression logique de compréhension. Cette nuit-là, seul dans son bureau, Kardec écrivit dans son journal intime: « Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère. Les portes de l'invisible se sont ouvertes, et plus jamais elles ne se refermeront. Ce livre n'est pas une fin, mais un commencement. » Il ne pouvait pas encore savoir que ces mots étaient prophétiques. Le livre des esprits allait effectivement marquer le début d'une nouvelle façon de comprendre la spiritualité, une approche qui combinerait la rigueur scientifique avec la profondeur philosophique. Les premiers lecteurs ne tardèrent pas à se manifester. Les lettres commencèrent à affluer de toute la France, puis d'Europe. Beaucoup témoignaient de l'impact profond que ces révélations avaient eu sur leur vie. L'esprit de vérité avait tenu sa promesse. Le livre apportait effectivement consolation et espoir, tout en stimulant la réflexion et l'analyse rationnelle. Une nouvelle science spirituelle était née, et avec elle, une nouvelle compréhension de la destinée humaine. L'aube d'une nouvelle ère. Le 18 avril 1857 restera gravé dans l'histoire comme le jour où le Livre des Esprits fit son entrée dans le monde. Allan Kardec, debout dans la librairie d'Antu au Palais Royal, contemplait les exemplaires soigneusement alignés de son œuvre. L'odeur de l'encre fraîche et du papier neuf emplissait l'air, tandis que les premiers rayons du soleil printanier filtraient à travers les vitres. « Ce n'est que le début » murmura Amélie à ses côtés, ses yeux brillants d'une émotion contenue. Elle avait été témoin de chaque étape de cette extraordinaire aventure, depuis les premières séances jusqu'aux longues nuits de travail acharné. Les premiers clients de la librairie commençaient à affluer, attirés par les annonces parues dans les journaux. Beaucoup étaient simplement curieux, d'autres cherchaient des réponses à leurs questions existentielles. Kardec observait leurs réactions avec un intérêt discret,
notant mentalement leurs commentaires et leurs interrogations. Une dame âgée fut la première à acquérir un exemplaire. Ses mains tremblaient légèrement en feuilletant les pages. « J'ai perdu mon fils l'année dernière », confia-t-elle à Kardec. « Peut-être trouverai-je dans ces pages la consolation que je cherche. » Cette scène se répéta tout au long de la journée. Les exemplaires s'écoulèrent rapidement, dépassant les attentes les plus optimistes de l'éditeur. Mais ce qui touchait le plus Kardec, c'étaient les regards emplis d'espoir de ses lecteurs, leur soif de comprendre les mystères de l'au-delà. Dès les premiers jours, les lettres commencèrent à affluer. Elles venaient de toute la France, puis bientôt de l'Europe entière. Des médecins, des avocats, des professeurs, mais aussi des gens simples, tous témoignaient de l'impact profond que le livre avait sur leur vie. Un soir, alors qu'il triait cette correspondance grandissante, Kardec tomba sur une lettre particulièrement émouvante. « Monsieur, écrivait un père de famille de Lyon, vos explications sur la vie après la mort ont transformé mon désespoir en espérance. Je commence à comprendre que la séparation d'avec nos êtres chers n'est pas définitive. » La Société parisienne des études spirites, que Kardec avait fondée pour poursuivre ses recherches, voyait le nombre de ses membres augmenter de jour en jour. Les séances d'études et d'expérimentation se multipliaient, apportant sans cesse de nouvelles confirmations aux enseignements du « Livre des Esprits ». Amélie, qui avait initialement douté de cette entreprise, était maintenant pleinement engagée dans le mouvement. Elle assistait son mari dans l'organisation des réunions, la correspondance, et la préparation des publications futures. « Je n'aurais jamais imaginé une telle réception », confia-t-elle un soir à Kardec. « C'est comme si le monde entier avait attendu ces révélations. » Les oppositions n'avaient pas cessé, bien sûr. L'Église continuait à mettre en garde ses fidèles contre ces pratiques dangereuses, et certains scientifiques persistaient à ridiculiser ce qu'ils appelaient des superstitions modernes. Mais ces critiques semblaient maintenant secondaires face à l'ampleur du mouvement qui se dessinait. Un jour, alors qu'il donnait une conférence dans un salon parisien, une question fut posée qui le fit réfléchir. « Monsieur Kardec, comment expliquez-vous que ces vérités spirituelles n'aient pas été révélées plus tôt ?» Sa réponse fut caractéristique de sa pensée. « Les vérités sont comme les fruits, elles ne mûrissent qu'en leur temps. » L'humanité devait atteindre un certain niveau de développement intellectuel et moral pour être prête à recevoir ces enseignements. Les traductions du « Livre des Esprits » commencèrent à paraître. D'abord en allemand et en anglais, puis en espagnol et en italien. Chaque nouvelle édition élargissait le cercle des lecteurs, créant une véritable communauté internationale d'études spirites. Les phénomènes médiumniques, loin de diminuer, semblaient gagner en précision et en profondeur. Les communications reçues enrichissaient constamment la doctrine, apportant des éclaircissements sur des points obscurs ou répondant à de nouvelles questions. Un soir mémorable, lors d'une séance particulièrement intense, l'esprit de vérité se manifesta à nouveau. « Ce que vous voyez n'est que le début », annonça-t-il. Le spiritisme est appelé à transformer la compréhension que l'humanité a d'elle-même et de son destin. Kardec notait tout méticuleusement, préparant déjà dans son esprit les ouvrages qui suivraient, le livre des médiums, l'Évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer, la Genèse. Chacun approfondirait un aspect particulier de la doctrine. La « Revue Spirit », qu'il avait fondée pour diffuser les nouvelles découvertes et répondre aux questions des lecteurs, connaissait un succès grandissant. Chaque numéro était attendu avec impatience par des milliers d'abonnés. Un jour, en sortant d'une conférence particulièrement réussie, Kardec fut abordé par un jeune homme aux yeux brillants. « Monsieur, dit-il, votre livre a changé ma vision du monde. Je ne crains plus la mort, car je sais maintenant qu'elle n'est qu'une transition. » Ces témoignages spontanés étaient pour Kardec la plus belle des récompenses. Il voyait dans chacun d'eux la confirmation que sa mission portait ses fruits. Les années passaient, et le mouvement spirit ne cessait de grandir. Des cercles d'études se formaient dans toutes les grandes villes d'Europe. Des expériences médiumniques étaient conduites sous contrôle scientifique, confirmant la réalité des phénomènes. Un soir d'automne, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, Kardec fut surpris par une manifestation spontanée. L'esprit de vérité se manifesta une fois de plus. « Regarde, dit-il, comme la graine que tu as plantée a germé. Des millions d'âmes trouvent maintenant consolation et espoir dans ces enseignements. » Amélie, qui entrait à ce moment-là avec une tasse de thé, fut témoin de cette communication. Elle vit son mari, maintenant âgé mais toujours aussi passionné, noter soigneusement le message dans son carnet. « Le monde change, dit-elle doucement. Et vous avez contribué à ce changement. » Kardec sourit, conscient du chemin parcouru depuis cette première séance chez Madame Pleine-Maison. Le sceptique qu'il était alors avait fait place à un chercheur infatigable de la vérité spirituelle.
Dans son journal personnel, il écrivit ce soir-là, « Aujourd'hui, nous assistons véritablement à l'aube d'une nouvelle ère. Les portes de l'invisible se sont ouvertes, et plus jamais elles ne se refermeront. La science et la spiritualité commencent enfin leur réconciliation. » Les dernières lignes de son journal témoignaient de sa vision pour l'avenir. Le spiritisme n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Il éclaire le chemin que l'humanité doit parcourir vers sa destinée spirituelle. Chaque jour apporte de nouvelles confirmations, de nouvelles découvertes. L'édifice que nous construisons aujourd'hui servira de fondation aux générations futures. L'histoire lui donnerait raison. Le mouvement qu'il avait initié allait continuer à croître et à se développer, traversant les époques et les continents, apportant lumière et espoir à des millions d'âmes en recherche. Le soleil se couchait sur Paris, dorant les toits d'ardoise. Dans son bureau, Allan Kardec contemplait la ville qui avait vu naître cette extraordinaire aventure spirituelle. Une nouvelle ère avait véritablement commencé, et le monde ne serait plus jamais le même.